Ok, certains manipulateurs nous piègent par le oui, certains manipulateurs nous piègent par le non. Mais c'est pas tout. Est-ce que vous saviez que parfois, l'objectif du manipulateur, c'est de tout faire pour vous empêcher de répondre? Imaginez que vous vous promenez dans un centre commercial et vous êtes abordé par un jeune homme qui tient dans sa main des sacs promotionnels. Il vous demande si vous avez du temps à lui accorder pour qu'il vous parle de sa compagnie. C'est une jeune entreprise, un business panafricain. Il vous tend l'un des sacs promotionnels qu'il a à la main, vous prenez le sac, il vous demande de regarder le contenu et à l'intérieur, il y a des produits d'hygiène et des savons, des produits pour le corps faits à base de plantes naturelles. Il vous explique qu'ils essayent de faire connaître leur marque et leurs produits. Et les articles que vous tenez dans la main sont normalement en vente à 80 $. Mais par contre, il rajoute, si vous achetez ça aujourd'hui, je peux vous le faire à moitié prix, une réduction de 50%. Comme ça, ça nous permet de faire la promotion du site et vous ne payez que 40 $. C'est de très bons produits et vous faites de grosses économies. Est-ce que vous avez flairé la combine? Je viens de vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Ce jeune homme était en train d'utiliser une stratégie de manipulation qu'on appelle la technique du « c'est pas tout ». Et pour cette technique, la personne qui tente de nous persuader fait une offre initiale à un prix élevé et avant qu'on ait eu le temps de réfléchir et de dire oui ou non, la personne nous rajoute un « c'est pas tout ». Bon, non, elle ne dit pas « c'est pas tout » en tant que tel, mais elle améliore sa proposition en nous faisant un cadeau. Soit elle nous fait une réduction ou elle ajoute un autre produit en bonus. Et bien sûr, la personne avait fixé son prix depuis le départ. Par exemple, le jeune vendeur qui m'a approché dans le centre commercial voulait vendre ses produits à 40 $ depuis le début. Mais il savait que les gens ont plus tendance à acheter lorsqu'une transaction semble s'être améliorée que lorsque la même offre est proposée depuis le départ. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Si le prix c'est 40 $, quelle est la différence entre le fait de me le dire directement et le fait de me dire c'est 80 $, mais je vous fais une réduction exceptionnelle et je vous les donne à moitié prix? Parce que dans tous les cas, le client paye toujours 40 $. Pourquoi est-ce que la manière dont l'offre est présentée fait la différence? La première étude sur ce phénomène a été menée en 1986 par le chercheur américain Jerry Burger et ses collègues. Ils ont mis en place un stand sur leur campus universitaire avec des complices qu'ils ont chargés de vendre des gâteaux. Et il y avait une pancarte qui annonçait « vente de gâteaux », mais il n'y avait pas de prix. Donc les gens devaient s'approcher de la table et demander. Les gâteaux coûtaient 75 centimes. Et à certains clients, on a clairement dit que les gâteaux coûtaient 75 centimes chacun. Sur d'autres, on a testé la technique du c'est pas tout, en leur disant « en fait, c'est 1 $, mais vous savez quoi, on vous les laisse pour 75 centimes. » Et encore une fois, le prix de vente est exactement le même dans les deux cas, 75 centimes. Mais lorsqu'on leur disait directement c'est 75 centimes, 4 clients sur 10 ont décidé d'acheter. Lorsqu'on les manipulait en leur disant d'abord que c'était 1 $, mais qu'on leur faisait une réduction et qu'ils pouvaient les avoir à 75 centimes, 7 personnes sur 10 ont acheté. Ils ont fait une autre version de l'étude et cette fois-ci, ils ont décidé de vendre un gâteau et 2 cookies à 75 centimes. À certains des clients qui se sont approchés pour demander le prix, ils leur ont expliqué « on ne vend pas les gâteaux et les cookies séparément. Vous devez acheter le gâteau et les 2 cookies ensemble, le tout c'est 75 centimes. » Sur d'autres, ils ont encore testé la technique du « c'est pas tout ». Lorsque le client s'approche pour demander le prix, l'un des complices lui dit « le gâteau c'est 75 centimes ». Et là, l'autre complice tape sur l'épaule du premier. Le complice dit « excusez-moi, donnez-moi juste quelques secondes ». Ils vont faire semblant de parler quelques secondes. Et ensuite, le premier complice revient vers le client en lui disant « vous savez quoi? Ça vient avec 2 cookies. En fait, pour chaque gâteau acheté, on vous offre 2 cookies. » Et ils ont eu les mêmes résultats que la première version. Lorsqu'on donnait directement le prix du gâteau avec les 2 cookies, 4 personnes sur 10 ont acheté. Lorsqu'on disait le prix du gâteau c'est 75 centimes et ça vient avec 2 cookies offerts, 7 personnes sur 10 ont acheté. Ça veut dire que la décision d'acheter ne dépendait pas tellement du prix, mais de la perception que le client avait de l'offre. Les clients avaient plus tendance à acheter lorsqu'ils pensaient qu'on leur faisait une offre spéciale, une réduction, une promo, sinon en temps normal, plusieurs d'entre eux n'auraient pas acheté. Mais pourquoi ça marche? Il y a 3 explications et vous connaissez déjà les 2 premières si vous savez comment fonctionnent d'autres techniques de manipulation, comme celle de la porte-au-nez. Parce que les 2 techniques sont similaires. On commence par faire une offre qui est très grande pour ensuite diminuer. Sauf que pour la stratégie de la porte-au-nez, la personne s'attend à ce qu'on dise non à la première requête. Alors que ceux qui utilisent la technique du c'est pas tout ne nous laissent pas le temps de répondre. La première raison pour laquelle la stratégie du c'est pas tout fonctionne, c'est l'effet de contraste, la tendance de l'être humain à tout comparer. On compare constamment les gens et les choses autour de nous. On les contraste avec d'autres objets ou d'autres sujets de la même catégorie et on va les apprécier ou les déprécier en fonction de ça. Par exemple, une personne semble beaucoup plus belle qu'elle ne l'est réellement lorsqu'elle est entourée de personnes qui sont moins belles.
Et il est parfois déconseillé aux célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un de se balader avec un ou une amie qui est beaucoup plus beau ou plus belle parce que lorsque les gens vous regardent tous les deux, ils comparent votre niveau de beauté. Et la personne qui est belle apparaît encore plus belle et la personne qui est moins belle semblera vilaine, même si en réalité, elle ne l'est pas, simplement parce qu'elle est comparée à l'autre. C'est ce que les psychologues appellent « the ugly friend effect », c'est l'effet de l'ami moche. Et c'est pas intentionnel, c'est pas fait exprès. On le fait naturellement. Notre cerveau est biaisé, notre perception n'est donc pas objective et ne reflète pas toujours la réalité. Par exemple, dans l'illusion de contraste simultané, il y a un carré gris sur un fond noir et un carré gris sur un fond gris. Je vous parie tout ce que vous voulez que pour la plupart d'entre vous, le carré de gauche, le carré gris qui est sur le fond noir, apparaît plus clair que le carré gris qui est sur le fond gris. Pourtant, les deux carrés ont exactement la même couleur. Mais votre cerveau compare chaque carré avec le fond sur lequel il se trouve et du coup, malgré le fait que vos yeux observent la même couleur, votre cerveau réinterprète chaque carré comme étant plus clair ou plus foncé en fonction de l'arrière-plan. Et je pousserai le vice jusqu'à vous parier que maintenant, même si vous savez que les deux carrés ont exactement la même couleur, vous voyez toujours une différence entre les deux. De la même manière, lorsqu'on m'annonce directement le prix d'un article, je le compare au fait de ne pas dépenser mon argent. Par contre, quand on me fait une offre et qu'on diminue le prix, je compare le nouveau prix avec l'ancien. Et je me dis, c'est un bon deal, c'est des économies. C'était 80, maintenant c'est 40. J'économise 40. Ou quand on rajoute un cadeau ou un bonus, je me dis, c'est une très bonne opportunité. Au lieu d'avoir un seul article, j'ai non seulement l'article et j'ai du bonus avec. Et c'est pour ça que dans les magasins, quand ils font des réductions, ils font exprès de nous donner le prix d'origine et ensuite le nouveau prix. C'était 1000 $, mais maintenant c'est 820 $. Pour que vous puissiez contraster et voir les 820 comme un avantage, comme un bénéfice. Je vois l'économie de 180 $ que je fais et j'oublie qu'au départ, ça reste une dépense de 820 $. La deuxième explication, c'est la bonne vieille norme de réciprocité. Lorsque quelqu'un fait un geste envers moi, bon ou mauvais, je ressens l'obligation de réciproquer. Je me sens obligé de lui rendre l'appareil. Peu importe si je connais la personne ou pas, si je l'aime ou pas. Tu as fait preuve de gentillesse envers moi, je me dois d'être gentil en retour. Mais si tu me fais du mal, je vais te rendre l'appareil et me venger. Et c'est sur cette norme en partie que certains politiciens africains comptent pendant leur campagne. Demandez-vous pourquoi certains viennent tout d'un coup distribuer des dons dans les villages et dans les communautés. L'une des raisons, c'est qu'ils veulent faire croire au peuple qu'ils se soucient de leurs besoins et que s'ils sont élus, ils prendront soin de la communauté. Mais aussi, ils espèrent que ceux qui accepteront les dons vont se sentir redevables et les soutiendront ou voteront pour eux. Du coup, la norme de réciprocité s'applique automatiquement quand le vendeur diminue le prix ou rajoute un bonus. Je le perçois comme une concession de sa part, comme une faveur personnelle, comme un geste généreux. Et je me dis, ah, c'est gentil, il a quand même changé d'avis et fait un geste pour m'aider, je devrais aussi faire un geste positif en retour et acheter le produit. Mais le vendeur me trompe en me faisant croire que ce sont des concessions réciproques alors que lui, il ne sacrifie rien. Et la dernière explication, c'est ce que les psychologues appellent le cadrage hédonique. L'hédonisme, c'est la poursuite du plaisir et du bonheur. L'être humain recherche la satisfaction et vit sa vie de manière à avoir le maximum de joie, de plaisir ou de bonheur possible et le minimum de douleur ou de malheur. Du coup, on a tendance à préférer les informations qui sont formulées de manière positive pour nous. Même dans les situations négatives, on cherche le positif et on aime accumuler les bonnes nouvelles ou les informations qui nous font plaisir. Et on évite les mauvaises parce que les émotions négatives sont plus fortes que les émotions positives. Les psychologues estiment qu'il faut 5 commentaires positifs pour atténuer l'effet d'une seule critique. Donc, une insulte nous touche 5 fois plus fort qu'un compliment. Pour démontrer le cadrage hédonique, une étude en psychologie a demandé à des participants, imaginez que vous avez investi de l'argent, on va dire 200 000 francs CFA, et que vous avez perdu une partie de votre investissement. Est-ce que vous préférez qu'on vous l'annonce en disant « vous avez perdu 150 000 francs CFA au total » ou vous préférez qu'on vous dise « vous avez perdu 200 000 francs CFA et ensuite vous avez gagné 50 000 francs CFA » Le résultat est le même, mais la majorité des gens ont préféré la deuxième option. Pourquoi? Parce que le phrasé laisse entendre qu'il y a quand même eu un gain quelque part, qu'il y a quand même eu un positif. Et la technique du c'est pas tout utilise ce principe. Lorsqu'on m'annonce le prix directement, je ne vois que l'argent qui sort de mon porte-monnaie. Et il n'y a pas beaucoup d'avantages pour moi, mis à part le fait que j'achète le produit. Mais lorsque le vendeur utilise le c'est pas tout, je vois plusieurs bénéfices. Je me dis oui, c'est vrai que je dépense mon argent pour acheter mon produit, mais 1, j'achète le produit, donc c'est satisfaisant en soi. 2, c'est moins cher, donc c'est encore mieux. Normalement, ça m'aurait coûté plus cher. Ou alors, ça vient avec des articles gratuits. Alors qu'entre-temps,
Ailleurs, ou en temps normal, je n'aurais eu que le produit, et là, j'ai droit au produit plus un bonus. Et donc, je crois à tort que j'ai fait un bon profit, alors qu'en fait, le vendeur a créé de faux avantages. Donc, c'est quoi la leçon? Notre perception des choses autour de nous n'est pas toujours le reflet de la réalité. On compare et on contraste tout, et ça affecte notre discernement. Et aussi, on aime maximiser ce qui est positif. Plus il y a du bon, plus ça nous plaît. Malheureusement, ça veut dire qu'il suffit parfois pour quelqu'un de malin de manier son langage ou d'ajuster ses actions de manière à nous donner cette impression. C'est toute la différence entre quelqu'un qui vous dit qu'il y a 20% de matière grasse dans cet aliment et l'autre qui vous dit qu'il y a moins 80% de matière grasse dans cet aliment. Si vous êtes dans la vente, ça vous arrangerait de donner un prix pour ensuite le diminuer ou en tout cas faire semblant, rajouter un bonus ou une promo. Dans le même esprit de maximiser le positif, si vous proposez des services, détaillez ce que vous offrez aux clients potentiels. Mais même en dehors du marketing ou du business, ça aide parfois de donner l'information de manière graduelle, surtout si on sait qu'elle fera plaisir à l'auditeur. Il faut décrire le positif en plusieurs étapes et plusieurs personnes utilisent cette approche intuitivement dans leur relation amoureuse en disant à leur bien-aimé par exemple « Si tu m'épouses, je te promets de t'honorer, de te chérir et de t'aimer ». Ce ne sont pas des choses exceptionnelles, c'est même attendu si on est en couple d'aimer, de chérir et de respecter l'autre. Mais ça sonne mieux de le dire comme ça et ça renforce le plaisir de l'autre. Au travail, on paraît plus productif si on détaille les tâches qu'on a accomplies, au lieu de les résumer. Pour le receveur, ça sonne comme une accumulation de bonnes nouvelles et de bonnes choses. Et ça aide à donner une image réelle du travail qui a été accompli. Par contre, forcément, ça peut être utilisé contre nous. On peut se retrouver à acheter un produit alors que dans d'autres circonstances, on n'aurait pas acheté. Et quelqu'un peut nous donner faussement l'impression d'avoir fait quelque chose de bien pour nous, alors qu'il ou elle n'a rien fait. Et à cause de la norme de réciprocité, on peut parfois se sentir endetté envers ce genre de personnes. Mais au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire de manipulation? Les techniques d'influence et de manipulation sont nombreuses. Nous avons vu les 4 stratégies les plus utilisées et l'une des questions que quasiment tout le monde se pose, c'est comment éviter de tomber dans le piège? Et la prochaine vidéo sera consacrée à répondre à cette question. Nous allons parler de comment éviter de se faire avoir. On va parler de quelques astuces pour contrecarrer chacune des 4 stratégies, mais aussi des conseils pour éviter ou en tout cas diminuer le risque de se faire manipuler de façon générale. Alors voilà, c'était tout pour Afropsychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de like, de partager et de commenter. Vous pouvez retrouver la Minute Afropsychologie sur Facebook et sur YouTube. Merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui partagent. Merci à tous ceux qui m'ont contacté. Avec mon emploi du temps actuel, ça m'est difficile de répondre à tout le monde tout de suite. Surtout qu'il y a des questions qu'on adressera plus simplement et directement lors d'une vidéo ou d'un live. Pour ceux d'entre vous qui m'ont demandé des recommandations de livres à lire sur la compliance et la manipulation, je vous conseillerais de commencer par lire Influence et manipulation de Robert Cialdini. Entre-temps, je vous retrouve très bientôt pour parler psychologie.